Hey, ne bougez pas! Éloignez-vous de la voiture, tout de suite! Agent, c'est chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai posé une question. Vous correspondez au signalement et des gens comme vous pensent toujours qu'ils vont s'en sortir en parlant. Je n'ai rien fait. C'est ce que vous dites tous. Retournez-vous avant que je vous y force. Vous faites une grave erreur. À 6h14, un samedi matin, à Alexandria, en Virginie, à l'intérieur de l'une des communautés fermées les plus exclusives de la zone métropolitaine de Washington, une Française noire se tenait seule dans son allée, chargeant discrètement des bagages à l'arrière d'un Lexus SUV argenté. Elle s'appelait la juge Naen Ashford. Elle avait 54 ans. Elle était juge fédérale des États-Unis depuis 11 ans. Nommée par le président, confirmée par le Sénat, affectée à une juridiction où elle avait traité des centaines d'affaires portant sur le droit constitutionnel, les droits civiques et le pénal fédéral. Ce matin-là, elle ne portait ni robe ni marteau. Elle était habillée d'une tenue de voyage décontractée, leggings de yoga, veste zippée, lunettes de lecture remontées sur la tête. Elle se rendait à l'aéroport international de Dulles pour prendre un vol de 9h15 pour Chicago, où elle devait prononcer le discours d'ouverture d'une conférence judiciaire fédérale sur l'avenir du due process, en droit de l'immigration. Son bagage cabine était posé au bord du trottoir. Une housse de costume pendait à la poignée de la porte arrière. Un mug de café de voyage reposait sur le toit de la voiture. Tout, dans la scène, avait l'air ordinaire. Une femme quittant sa maison, un week-end calme. Mais ce qui s'est passé dans les 11 minutes suivantes déclencherait une enquête fédérale, briserait des carrières au sein de l'une des agences d'application de la loi les plus puissantes du pays et enverrait des ondes de choc d'une allée de banlieue jusqu'au couloir du Congrès. À 6h17, 3 Chevrolet Suburban noirs, non marqués, ont tourné sur Ashford Street et se sont arrêtés doucement juste devant son allée, bloquant totalement son véhicule. 6 agents en gilet tactique sont sortis en formation. Les lettres ICE étaient imprimées sur leur poitrine. L'agent de tête s'appelait Craig Delano, 43 ans, Supervisory Detention and Deportation Officer, 16 ans dans l'application fédérale de la loi. Dans son bureau, il avait la réputation de mener des opérations agressives, de pousser des limites que d'autres responsables contournaient avec prudence et d'avoir un schéma de plainte provenant de communautés de couleur, discrètement déposé, jamais traité. Il s'est approché d'Ashford, la main posée sur son arme de poing, posture écartée, mâchoire serrée. « Arrêtez ce que vous faites. Éloignez-vous du véhicule. » Ashford s'est tournée lentement, les 2 mains visibles, l'une tenant encore une veste pliée. Elle a regardé les agents, puis Delano. « Puis-je vous aider ?» Delano n'a pas répondu. « Vous correspondez à la description d'une personne d'intérêt dans une opération active d'exécution du droit de l'immigration. Je dois voir une pièce d'identité maintenant. » Ashford a posé la veste sur le pare-choc. Sa voix était calme, mesurée, le ton de quelqu'un qui a passé plus de 10 ans à contrôler des salles d'audience. « Je suis la juge Naen Ashford. Je suis juge fédéral au United States District Court. C'est ma maison. » Les yeux de Delano se sont rétrécis. Il a jeté un coup d'œil au SUV, puis à elle. « Bien sûr que vous l'êtes. » Il a tourné légèrement la tête vers l'agent derrière lui. « Elle est évasive. Surveille ses mains. » Ashford n'a pas scié. « Avez-vous un mandat ?»« Je n'ai pas besoin de mandat. Tournez-vous et mettez vos mains sur le véhicule. » Sa voix est restée stable, mais ferme. « Si, vous en avez besoin. Vous êtes allé sur une propriété privée. Vous n'avez identifié aucun crime. Vous n'avez présenté aucun mandat. Comme l'exige la loi. Vous n'avez pas autorité pour me retenir. » Delano s'est rapproché, assez près pour que son gilet frôle presque son épaule. « Je n'ai pas de compte à rendre devant vous. Tournez-vous. Maintenant. » Ashford a soutenu son regard. « Je vous le demande une dernière fois. Avez-vous un mandat ?» Delano n'a rien dit. Sa main est passée de son arme au bras d'Ashford. De l'autre côté de la rue, une lumière de Porsche s'est allumée. Un rideau a bougé à une fenêtre du 2e étage. Un homme âgé en peignoir est sorti et s'est immobilisé sur sa pelouse. Téléphone déjà levé.
Les voisins regardaient et quelqu'un avait déjà appuyé sur « Enregistrer ». L'agente Tara Scofield, 31 ans, seconde de l'équipe, 7 ans de carrière construite en ne remettant jamais en question l'agent de tête dans aucune opération, a glissé silencieusement derrière Ashford. Elle s'est positionnée à l'épaule gauche de la juge, y coupant toute retraite, les mains déjà en mouvement. Delano a saisi le bras droit d'Ashford et a pivoté son corps vers le SUV. Le geste a été rapide et violent. L'épaule d'Ashford a heurté le rétroviseur avec un craquement sourd qui a résonné dans la rue silencieuse. Son mug a glissé du toit et s'est brisé sur l'allée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle a planté ses pieds et a dit clairement « Allez assez fort pour que chaque agent et chaque voisin désormais sorti l'entendent. Je suis juge fédéral. Vous faites une erreur grave. » La voix de Delano est revenue, dure. « Arrêtez de résister. » Elle ne résistait pas. Ses mains étaient ouvertes, son corps immobile. Scofield a attrapé son bras gauche et l'a tordu derrière son dos. Ensemble, ils l'ont forcé vers l'avant, plaquant sa poitrine contre le capot de son propre véhicule, métal encore froid de l'air du matin. Delano a enclenché les menottes, les serrant plus que nécessaire. La joue d'Ashford était écrasée contre la peinture. Ses lunettes sont tombées de sa tête et ont frappé le béton. De l'autre côté de la rue, une voix a fendu la scène comme une lame. « C'est la juge Ashford. Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» L'homme qui traversait la pelouse était le colonel Eldon Pratt, 68 ans, retraité de l'US Air Force, 30 ans de service. Un homme qui avait commandé des escadrons à l'étranger, mais qui vivait 3 maisons plus loin d'une femme qu'il connaissait depuis presque 10 ans. Il avançait vite pour son âge. Peignoir ouvert, chaussons sur l'herbe humide, doigt pointé droit sur Delano. Delano s'est retourné. « Monsieur, reculez, sinon vous serez retenu pour obstruction à une opération fédérale. » Pratt n'a pas bougé. Derrière lui, à travers la fenêtre de sa maison, sa femme était déjà au téléphone avec le 911, la voix tremblante, décrivant ce qu'elle voyait depuis le salon. Et sans la moindre explication, les agents ont commencé à fouiller le véhicule d'Ashford. Aucun consentement, aucun mandat, aucun inventaire. Ils ont ouvert le haillon et ont sorti sa valise, l'ouvrant sur l'allée. Ils ont fouillé ses vêtements, sa trousse de toilette, ses chaussures. Ils ont ouvert son sac à main et l'ont vidé sur le capot, à côté d'elle. Portefeuille, clés, rouge à lèvres, étui à lunettes, tout étalé en pleine vue de la foule. Puis ils ont pris la mallette. Et une serviette en cuir avec cadenas à combinaison qu'un agent a forcé. À l'intérieur, des documents scellés du tribunal fédéral, tamponnés de numéros de dossier et de mentions de classification, un badge d'identification judiciaire du United States District Court, des accréditations de l'Administrative Office of the U.S. Court portant sa photo, son nom, son titre. Delano a pris la carte d'identification et l'a levée devant son visage. Il l'a fixée. La photo correspondait à la femme sur le capot. Le nom correspondait à celui qu'elle avait donné. Le sceau était authentique. Scofield a lu par-dessus son épaule. Le silence qui a suivi n'a duré que quelques secondes. Mais tous ceux qui regardaient l'ont senti. L'air a changé. La vérité était dans la main de Delano, plastifiée, embossée du sceau de la justice fédérale. Et au lieu de la démenoter, au lieu de reculer et de mesurer ce qu'il venait de faire, Delano a redoublé. Il s'est tourné vers son équipe. « Finissez la fouille, ça peut être falsifié. » Ashford, encore plaqué contre le capot de sa voiture, dans son allée, a parlé d'une voix qui portait le poids de 11 ans sur le banc fédéral. « Vous êtes en train de fouiller des documents scellés d'un tribunal fédéral sans autorisation. Vous avez commis plusieurs crimes fédéraux. » À l'arrière de la formation, le plus jeune agent de l'équipe, Kyle Rennick, 28 ans, à peine 1 an après l'académie, restait immobile, le visage pâle. Il s'est penché vers Scofield et a chuchoté « On doit t'arrêter ». Scofield n'a pas tourné la tête, sa mâchoire s'est serrée. « Tais-toi ». À présent, 7 voisins se tenaient dans la rue et sur les pelouses, en tenue de samedi matin, peignoir, chaussons, tasse de café. 4 tenaient leur téléphone levé,
filmant sous des angles différents. Les points rouges clignotaient. Le colonel Pratt n'avait pas bougé du bord de l'allée. Les téléphones à l'oreille, il parlait fort, délibérément, pour que sa voix porte. Je signale une arrestation illégale en cours. Des agents fédéraux ont retenu une juge fédérale en exercice dans son propre driveway. Aucun mandat n'a été présenté. Elle est menottée. J'ai besoin de la police locale immédiatement. Une femme est apparue 3 maisons plus loin, traversant l'herbe humide d'un pas rapide. Beverly Hoey, 46 ans, au professeur titulaire de droit constitutionnel à Georgetown University Law Center, spécialiste publié des protections du 4e amendement et des excès de pouvoir fédéraux, et voisine amie de Nyan Ashford depuis 6 ans. Elle est entrée dans l'allée et a parlé directement à Delano. Sa voix n'était pas forte, mais portait la précision d'une personne habituée aux juridictions d'appel. « Je connais cette femme. C'est une juge fédérale, article 3, et nommée en vertu de la Constitution des États-Unis. Vous violez 18 U.S.C. 111, qui interdit l'agression d'un officier fédéral, et 18 U.S.C. 151, qui interdit l'entrave au processus judiciaire. Déménotez-la immédiatement. » Delano s'est tourné vers elle, mâchoire tendue. « Madame, reculez. Partez maintenant, ou vous serez arrêtée pour interférence avec une opération fédérale. » Hoey n'a pas bougé, pas un pas. Elle tenait son téléphone au niveau de la poitrine, la caméra pointée sur le visage de Delano. « Je suis professeur de droit constitutionnel à Georgetown. Je ne pars pas, et ma caméra non plus. » Scofield a jeté un regard aux enregistrements qui se multipliaient, aux témoins, au colonel qui continuait de narrer au 911. Pour la première fois, quelque chose a changé dans sa posture. Pas un sursaut de conscience, juste une prise de conscience froide que le sol s'était déjà dérobé sous l'opération. Delano s'est éloigné de l'allée et a marché vers le Suburban de tête. Il a sorti son téléphone de sa poche et a composé. Les vidéos des voisins ont capté la suite de loin, mais avec une clarté parfaite. Delano tournant en rond près du véhicule, frottant son front, agrippant sa nuque, la voix qui monte, geste brusque, agité. Il appelait son superviseur au bureau. La conversation a duré moins de 2 minutes. Quand il est revenu, son visage avait changé. L'agressivité était toujours là, et sous la peau, mais recouverte désormais d'autre chose, du contrôle des dégâts. Il est devenu vers Ashford, toujours contre le capot, et a déverrouillé les menottes sans un mot. Aucune excuse, aucune reconnaissance des badges, aucune reconnaissance des documents scellés, maintenant éparpillés sur le coffre. Il a reculé et a dit, platement, « Il y a eu une confusion, vous êtes libre de partir. » Ashford s'est redressée lentement. Elle a roulé l'épaule, grimaçant lorsque la gauche a bougé. Et le bleu du rétroviseur se dessinait déjà sous sa veste. Elle a baissé les yeux sur ses poignets, des marques rouges, profondes, comme des brûlures. Ses lunettes gisaient, fissurées, sur le béton. Sa valise était ouverte, vêtements renversés. Sa mallette avait été forcée, des documents scellés éventés sur le coffre, exposés à l'air du matin et à toutes les caméras. Elle a regardé Delano droit dans les yeux. Sa voix était stable, contrôlée, sans ambiguïté. Ce n'était pas une confusion, ou c'était un choix. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Elle a balayé la scène, les menottes au sol, les documents éparpillés, les 6 agents en formation lâche, aucun regard direct. Les 3 SUV noirs bloquant encore l'allée, les voisins dans la rue. Elle a narré en filmant, avec la clarté d'une femme qui comprend la puissance d'un dossier. Je m'appelle la juge Nyan Ashford. Je suis juge fédéral des États-Unis pour l'Eastern District of Virginia. Nous sommes samedi. Il est environ 6h30. J'ai été retenu menotté dans ma propre allée par des agents d'Immigration and Customs Enforcement. Aucun mandat n'a été présenté, aucun motif probable n'existait. On ne m'a pas dit de quel crime j'étais soupçonné. Mon véhicule a été fouillé. Des documents scellés du tribunal fédéral ont été manipulés sans autorisation. J'ai été arrêté dans ma propre allée parce que je suis une Française noire. Dans les 30 minutes qui ont suivi le départ des SUV, les premiers appels ont commencé, rapides, dans toutes les directions.
Le colonel Eldon Pratt, toujours en peignoir, a composé le numéro d'un ancien camarade de service, désormais conseiller senior au Pentagone. Il a décrit ce qu'il avait vu depuis sa pelouse. Voix contrôlée, mais furieuse. Ils ont menotté une juge fédérale sur le capot de sa propre voiture. Je l'ai vue. Il n'y avait pas de mandat. Il n'y avait aucune raison. Elle leur a dit qui elle était. Ils s'en fichaient. 3 maisons plus loin, Beverly Owie s'est assise à sa table et a appelé le doyen de Georgetown Law. Elle a fait un résumé précis, sans émotion, des violations qu'elle venait de voir et a dit qu'elle déposerait des déclarations formelles auprès de tous les organismes compétents avant la fin de la journée. 2 rues plus loin, un voisin nommé Franklin Yates a transféré sa vidéo à sa fille dans le Maryland, éditrice junior au Washington Post. Elle l'a regardée une fois, puis l'a portée à son rédacteur en chef. La juge Ashford, avec une poche de glace sur l'épaule, a appelé la chief judge de son circuit. Pas de cris, pas de tremblement. Le ton exact de 11 ans de décision, précision, gravité. Je viens d'être arrêté par l'ICE dans mon allée, menotté, fouillé, humilié. Aucun mandat. La chief judge a appelé l'Administrative Office of the U.S. Court. L'Administrative Office a contacté l'Inspecteur General du Department of Justice. Le DOJIG a contacté l'Office of Inspector General du Department of Homeland Security. Le DHS a contacté l'Office of Professional Responsibility, DICU. Chaque appel était plus court. Chaque appel portait plus d'urgence. À 8 heures, moins de 2 heures après la sortie de Delano du Suburban, la machine de la responsabilité fédérale était en marche. Au bureau ICE de Fairfax, Craig Delano s'est assis dans une pièce sans fenêtre et a rédigé son incident report. Sa version ne ressemblait en rien à la réalité. Il a écrit qu'il avait rencontré un individu non coopératif qui avait refusé de s'identifier et avait résisté physiquement lors d'une action légale. Il a écrit que le sujet était devenu combatif et que la force était nécessaire et proportionnée. Il a décrit la détention comme routinière. Aucune mention de l'idée judiciaire. Aucune mention des documents scellés. Aucune mention des 7 témoins. Aucune mention des caméras. Là, il a déposé le rapport à 9h47 et l'a classé comme « Standard Field Encounter », sans action. L'agente Tara Scofield a lu le rapport, l'a signé électroniquement sans un mot et est retournée à son bureau. Puis, Delano a posé le document devant Kyle Renick. Le plus jeune agent était assis au fond, veste encore sur lui, mains jointes entre les genoux. Il n'avait pas parlé depuis leur retour. Delano a pointé la ligne de signature. Renick a lu. Ses yeux ont parcouru les mots, et puis se sont arrêtés. Il a levé la tête. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Delano s'est penché, baissant la voix juste assez pour que ça reste entre le but. « Tu signes ou ta carrière est au fini. » Renick a regardé le rapport, il a regardé Delano, et il a signé. Mais cette nuit-là, seul dans son appartement, Kyle Renick s'est assis au bord de son lit et a appelé la ligne anonyme de l'inspecteur général du DHS. Sa voix était basse, mais stable. Il s'est identifié par numéro de badge. Il a dit que le rapport de Delano était fabriqué. Il a dit que chaque point essentiel était faux. Il a dit que le sujet avait été coopératif, s'était identifié clairement, était une juge fédérale et avait été menotté, fouillé et humilié sans mandat ni motif probable. Il a dit qu'il coopérerait et il a demandé une chose, la protection des lanceurs d'alerte, parce que l'homme qui lui avait ordonné de signer était le même homme qui avait menotté une juge ce matin-là. Renick avait vu jusqu'où Delano était prêt à aller. Lundi à 8 heures, l'inspecteur général du DHS a ouvert officiellement une enquête sur la détention de la juge fédérale Naen Ashford. À 8h30, la DOJ Civil Rights Division a affecté une équipe. À 9h15, le FBI a été associé. La raison était simple, les magistrats fédéraux sont protégés par la loi fédérale. Porteur atteinte à une juge fédérale en exercice est un crime fédéral au titre du 18 USC 111. Ou menacer ou se venger d'une juge fédérale
est un crime fédéral au titre du 18 U.S.C. 115. Ce n'était pas une affaire d'inspection interne. Ce n'était pas une policy review. C'était une enquête criminelle. Des agents du FBI sont arrivés au bureau ICE de Fairfax avant midi, avec des subpenats et des techniciens. Ils ont saisi les bodycams. Ils ont récupéré le GPS des 3 suburban. Ils ont copié les communications radio. Ils ont pris les documents de planification, fichiers de ciblage, une liste d'adresses, mémos d'autorisation, tout ce qui était censé justifier ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont trouvé a changé l'enquête. Il n'y avait aucun mandat pour Nayen Ashford, aucun mandat pour son adresse, aucun mandat pour quiconque à cette adresse, aucun mandat pour quiconque dans sa rue. L'opération visait un individu dans un code postal voisin à plus de 2 miles, dans une autre subdivision, sur une autre rue. La maison d'Ashford n'avait jamais été autorisée. Et Craig Delano s'était trompé de rue. Et au lieu de vérifier, au lieu de s'arrêter, au lieu de recouper l'adresse, il a regardé une Française noire dans une allée et a décidé que c'était la cible. La forensique numérique du FBI a passé 48 heures à récupérer et cataloguer des séquences de 3 bodycams, dont celle de Delano et de Schofield. Images horodatées, géolocalisées, continues. Elles montraient tout. Ashford se tournant, main visible, sa voix calme. « Je suis juge fédéral. » Non, Delano ricanant, son bras saisi, le pivot dans le rétroviseur, Schofield tordant l'autre bras, le visage plaqué contre le capot, les menottes, et Ashford répétant, sans hystérie, « Je suis juge fédéral, vous faites une erreur grave. » Elle montrait son immobilité complète, aucune résistance, selon n'importe quel expert en usage de la force. Elle montrait la fouille du véhicule, sans mandat, sans consentement, sans documentation. Elle montrait Delano, tenant l'idée judiciaire, You le lisant, s'arrêtant, puis ordonnant de continuer. Elle montrait les documents scellés étalés. Et elle montrait le moment le plus rejoué de toute l'affaire. Kyle Rennick chuchotant à Schofield « On doit t'arrêter » et Schofield répondant « Tais-toi ». Chaque image contredisait chaque ligne du rapport. Chaque accusation de résistance était un mensonge. Chaque justification de force était inventée. Les vidéos des voisins, 4 angles, validaient chaque seconde. Un analyste senior du FBI, après avoir synchronisé les 7 enregistrements sur une seule timeline, a écrit une phrase dans le dossier officiel qui suivrait Craig Delano toute sa vie. C'est l'un des cas les plus flagrants d'arrestation illégale, de force excessive et de fausses déclarations que j'ai examinées en 22 ans de maintien de l'ordre fédéral. La direction d'ICE a agi vite, mais pas assez. Lundi après-midi, Craig Delano et Tara Schofield ont été placés en suspension immédiate sans solde. Badge saisi, accréditation désactivée, accès au système révoqué. Le directeur du bureau de Fairfax, Leonard Stokes, vétéran de 22 ans, a été discrètement réaffecté à une fonction administrative. Un communiqué conjoint ICE/DHS a été rédigé, révisé 4 fois. Les juristes se battaient pour exprimer l'inquiétude, sans admettre la responsabilité. Ils voulaient le sortir mercredi matin, mais Internet n'attendait pas. Mardi soir, une des vidéos de voisinage a été publiée par la fille de Franklin Yates, 2 minutes 47. On y voyait les menottes, la fouille, les documents éparpillés et la voix d'Ashford, claire comme une décision. « Je suis juge fédéral, vous faites une erreur grave. » En 12 heures, 4 millions de vues. Le titre partout. Des agents ICE menottent une juge fédérale noire dans son propre driveway. Aucun mandat. Mercredi matin, 3 membres du Senate Judiciary Committee ont exigé des auditions. La commission a ouvert une enquête formelle le jeudi. Le Congressional Black Caucus a tenu une conférence de presse sur les marches du Capitole, qualifiant l'incident d'abus grotesque de pouvoir fédéral enraciné dans le profilage racial. Le Chief Justice a été briefé en privé. Puis un fait rare, la Federal Judiciary, institution qui parle presque jamais publiquement,
a publié une déclaration officielle. 3 phrases. Elle a qualifié l'arrestation de la juge Ashford d'attaque contre l'indépendance judiciaire et de violation de la séparation des pouvoirs. Elle a exigé une responsabilité totale et elle a dit que les tribunaux regarderaient. Ces 3 phrases ont frappé comme un marteau dans toutes les agences fédérales. 8 semaines plus tard, un grand jury fédéral de l'Eastern District of Virginia a rendu les actes d'inculpation. Les chefs contre Craig Delano étaient écrasants. Deprivation of Rights Under Color of Law, 18 USC 242, pour avoir retenu, menotté et fouillé une juge fédérale sans mandat, sans motif probable, sans autorité. Assault on a Federal Officer, 18 USC 111, pour la force physique utilisée contre une juge, article 3. Falsifying Federal Records, 18 USC 1001, pour un rapport fabriqué de bout en bout. Conspiracy to Obstruct Justice, 18 USC, à 1512, pour avoir forcé un subordonné à cosigner un faux rapport et tenter de construire une trace frauduleuse. Tara Schofield a été inculpée pour conspiration, deprivation of rights et falsification de documents fédéraux. Le grand jury a retenu qu'elle avait participé à la détention, utilisé la force contre un sujet complaisant, cosigné un rapport qu'elle savait faux et réduit au silence un agent qui tentait d'intervenir. Kyle Renick, 28 ans, celui qui avait chuchoté « On doit t'arrêter » et appelé l'IG la nuit même, a obtenu l'immunité comme témoin coopérant. Il a témoigné près de 3 heures. Il a décrit l'opération, l'arrêt, les menottes, la fouille, l'instant où Delano a tenu l'idée et a choisi de continuer. Il a décrit la pression. Il a cité mot pour mot « Tu signes ou ta carrière est finie ». 2 autres agents ont été nommés co-conspirateurs non inculpés pour la fouille sans mandat et l'absence d'intervention. Et le superviseur du bureau qui avait reçu l'appel de Delano depuis l'allée a fait l'objet d'une enquête séparée. Qu'a dit Delano au téléphone? Et pourquoi a-t-il fallu un appel pour que l'équipe démenote une femme qui s'était identifiée, avait montré ses accréditations et avait dit exactement qui elle était? Le procès s'est ouvert un lundi matin au tribunal fédéral d'Alexandria, le même où la juge Ashford siégeait depuis plus de 10 ans. Cette fois, elle n'était pas sur le banc. Elle était dans la salle, observant le système tenter de responsabiliser ceux qui l'avaient violée. Le procès a duré 3 semaines. L'accusation a commencé par les images. Bodycam de Delano, bodycam de Schofield, bodycam d'un 3e agent en grand angle, et les 4 vidéos des voisins, synchronisées sur une seule timeline, projetées sur un écran immense. Silence. 12 jurés ont regardé une juge en legging être propulsée contre un rétroviseur, plaqué sur son capot, un menotté dans son allée, tout en s'identifiant calmement. Ils ont vu les bagages fouillés, les documents scellés étalés. Delano lire l'idée et ordonner de continuer. Kyle Renick a témoigné au 4e jour. Il a décrit de l'intérieur. Le moment où il a compris qu'il n'y avait pas de mandat, le visage d'Ashford quand les menottes ont claqué, son chuchotement, la réponse « Tais-toi » et le retour au bureau, le rapport mensonger et Delano. « Tu signes ou ta carrière est finie ». Et sa voix s'est brisée une fois. Il a respiré. Il a continué. Beverly Hoey a témoigné comme experte juridique et témoin direct. Elle a expliqué les violations avec un détachement clinique, puis a décrit la scène avec des mots tout sauf cliniques. Une femme dédiée au droit, traitée comme une suspecte par des gens qui ne se souciaient pas de la vérité. Le colonel Pratt a témoigné en costume, cadence militaire, traversée de la rue en peignoir, menace d'obstruction, et le regard de la juge, le visage sur le capot. « J'ai vu des hommes et des femmes en zone de combat », a-t-il dit. « Je n'ai jamais vu quelqu'un garder une telle maîtrise sous une telle humiliation. » Puis la juge Ashford a pris la barre. La salle s'est figée. Le café sur le toit, la housse, le son des SUV, la main sur son bras, le choc dans le rétroviseur, le métal froid, la douleur des menottes, les lunettes sur le béton, la peur, celle du corps, pas de l'esprit.
l'humiliation des vêtements étalés. Et l'instant où un homme a tenu son ID dans sa main et a décidé que ça ne comptait pas. Puis elle a dit la phrase citée partout ensuite. « J'ai passé ma carrière à faire respecter la Constitution. Ce matin-là, j'ai appris ce que ça fait quand la Constitution échoue à vous protéger. » La défense a plaidé la bonne foi, mauvaise adresse, pression, situation évolutive. Ils ont dit « erreur honnête ». L'accusation a détruit l'argument en une après-midi. Si c'était une erreur, a dit le procureur face au jury. Pourquoi a-t-il écrit qu'elle résistait? Pourquoi a-t-il écrit qu'elle était combative? Pourquoi a-t-il forcé un agent junior à signer un mensonge? Une erreur, c'est aller à la mauvaise adresse. Un crime, c'est ce que vous faites après avoir compris que vous êtes au mauvais endroit et décidé de mentir. Le jury a délibéré 6 heures. Verdict, un vendredi après-midi. Craig Delano, coupable sur tous les chefs. Et Tara Scofield, coupable pour conspiration et falsification. Silence. Delano fixait devant lui. Scofield a fermé les yeux. Dans la salle, la juge Ashford est restée immobile, mains jointes, visage illisible. L'audience de condamnation a eu lieu 6 semaines plus tard. Craig Delano, costume bleu marine. Aucun badge, aucun gilet, aucune arme. L'homme qui avait dit « Je n'ai pas de compte à rendre devant vous » se tenait maintenant devant un tribunal. Le juge de condamnation n'a pas mâché ses mots. Vous n'avez pas simplement fait une erreur. Vous avez ciblé, brutalisé, puis menti au sujet d'une juge fédérale en exercice. Vous avez fouillé sans mandat. Vous avez manipulé des documents scellés. Vous avez déposé un rapport fabriqué du début à la fin. Et quand un agent junior a voulu dire la vérité, vous l'avez menacé de détruire sa carrière s'il ne vous aidait pas à l'enterrer. Vous n'avez pas agi de bonne foi. Vous avez agi avec arrogance, et impunité, et la croyance que votre badge vous plaçait au-dessus des lois que vous juriez d'appliquer. Le tribunal ne tolérera pas cela. Craig Delano a été condamné à 7 ans de prison fédérale. Tara Scofield, 3 ans. Le juge a noté que, même si Scofield avait été moins agressive, sa co-signature d'un faux rapport, son silence actif envers un agent qui tentait d'intervenir, et son absence d'intervention rendaient sa culpabilité pleine dans la conspiration. Aucun n'a parlé. Aucun n'a présenté d'excuses. Aucun n'a regardé la juge Ashford. Quelques semaines après le verdict, la juge Ashford a déposé un procès fédéral en droit civique contre le DHS, l'ICE, Craig Delano, Tara Scofield, le bureau de Fairfax et la chaîne de supervision. Motif: arrestation illégale, force excessive, profilage racial, violation du 4e amendement, interférence avec une officier judiciaire fédérale. La Discovery a révélé des communications internes, des échecs opérationnels, et un schéma de plainte contre l'unité de Delano, documenté, jamais traité. Les avocats du gouvernement ont vu les images, les verdicts, le dossier public, et ont recommandé un accord. Affaire réglée avant procès, 4,6 millions de dollars, l'un des plus gros accords individuels dans un dossier fédéral de droit civique impliquant des forces de l'ordre. Mais l'argent n'était pas le titre. Les termes, réformes obligatoires au bureau de Fairfax, modèle pour l'agence. Supervision civile indépendante de toutes opérations sur adresse résidentielle. Protocole révisé exigeant la vérification du mandat à chaque étape avant tout contact. Formation anti-biais, trimestrielle avec revue externe. Interdiction d'agir à une adresse non explicitement listée dans l'autorisation. Examen indépendant de tout incident, report sous 48 heures par une chaîne extérieure. Ces réformes n'ont pas effacé l'aller, mais elles rendaient la répétition plus difficile. Craig Delano a été envoyé dans un centre fédéral à Cumberland, Maryland, avec un seul sac d'affaires autorisé. Sa carrière de 16 ans était finie, sa pension fédérale confisquée, son nom inscrit à jamais dans la base des détenus. Tara Scofield a été interdite d'emploi fédéral à vie. Habilitation révoquée. 7 ans à ne jamais questionner. Ce silence lui a coûté tout. Leonard Stokes a pris sa retraite sous pression. 2 superviseurs ont été rétrogradés pour inaction sur les plaintes.
Et Kyle Renick a été transféré et 6 mois plus tard, a reçu une distinction officielle du DHSIJ pour intégrité sous pression extraordinaire. Il n'a jamais parlé publiquement. Il n'en avait pas besoin. La juge Nayan Ashford est retournée au banc. Elle a refusé interview et livre. Mais 6 mois plus tard, à une conférence judiciaire, elle a pris la parole sans note. La loi m'a échoué ce matin-là. Mais les gens, non. Mes voisins sont sortis. Un colonel à la retraite a traversé la rue en peignoir. Une professeure de droit a refusé de bouger. Un jeune agent, avec tout à perdre, a passé un appel qui a changé le cours de cette affaire. Elle a créé l'Ashford Justice Initiative, finançant la défense de victimes d'actions fédérales illégales. Un module de formation basé sur l'incident a été adopté par le DHS, le DOJ, et le Federal Law Enforcement Training Center. Il incluait les bodycams, le faux rapport et le témoignage de Renick. Et sur la dernière diapositive, une photo de son allée, les menottes sur le béton, les documents judiciaires éparpillés, 3 suburbanes non marqués bloquant le passage d'une femme qui n'avait rien fait, sinon exister chez elle. En dessous, en lettres noires. Voilà ce qui arrive quand le pouvoir opère sans responsabilité. Maintenant, regarder des images comme ça peut rester dans la tête, pas vrai? Certaines scènes vous hantent, surtout tard le soir, et quand vous essayez de vous endormir. Et justement, en parlant de sommeil, si vous êtes du genre à rester réveillé à 2 ou 3 heures du matin, l'esprit qui tourne, incapable de couper, je sais à quel point c'est frustrant. Vous êtes épuisé, mais votre cerveau ne s'arrête pas. Et le pire, c'est que moins vous dormez, pire ça devient. L'énergie s'effondre, l'humeur prend un coup, tout paraît plus dur que ça ne devrait. J'ai lutté avec ça pendant des années. J'ai essayé la mélatonine, le bruit blanc, le lait chaud. Rien n'a vraiment tenu sur la durée. Puis j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle le 30 Day Uninterrupted Sleep Reset. C'est un programme basé sur la science. Pas de pilules, pas de médicaments. Un programme qui réentraîne réellement votre cerveau à dormir toute la nuit, 7 à 8 heures, sans interruption. En 30 jours, il reprogramme votre système de sommeil. Et une fois terminé, vous gardez les résultats. Il y a aussi un plan de maintenance pour éviter de retomber. Écoutez, si vous avez tout essayé et que rien ne tient, c'est différent. Regardez le lien dans la description. Sérieusement, essayez. Et on se retrouve dans la prochaine.